Bonjour à toi, citoyen. Je me nomme Pierre-Michel Martinez. Les somatophilaques me nomment Fimassalia. En tant que doctorant en philosophie antique, je suis spécialisé dans les communautés d'amis, et particulièrement celles qui considèrent cet amour philosophique comme le sentier qui relie la raison humaine au divin. Commençons par la compréhension du projet philosophique des somatophilaques, car oui, nous avons un projet philosophique. Et tout cela, on va commencer par qu'est-ce que l'histoire vivante de la philosophie et le pourquoi de notre démarche, ce qui viendra ensuite à ton initiation et sur le pourquoi de ce que tu fais ici. Mais avant tout, qu'est-ce que le ici et maintenant? Qu'est-ce que tu fais ici et maintenant? Commençons. Construisant ensemble un monde, un univers de compréhension mutuelle, partons d'ici et maintenant, ce que tu appelles le présent. Pour cela, rapprochons-nous de l'œuvre d'Hésiode. C'est une œuvre qui s'appelle la Théogonie et qui explique la naissance des dieux, de Zeus, d'Apollon, d'Aphrodite, etc. Dans ce texte, Hésiode nous explique que l'espace et le temps ne montrent son aspect directif, tu sais, cette logique entre le passé, le présent et le futur, qu'à l'avènement du pouvoir du roi des dieux. L'auteur décrit cela comme étant le présent éternel de Zeus, comme si Zeus avait tiré la flèche du temps. Ainsi naquirent les lieux, le temps, et cette notion de présent éternel va faire naître notre rencontre. Puisque nous sommes dans un lieu et dans un temps. Toi devant ton écran et moi devant le mien. Notre rencontre spatiale et temporelle nous demande une temporalité, une spatialité cohérente. Si c'était le bordel entre le présent, le futur et le passé, tu comprendrais pas ce que je raconte et moi c'est pareil. Et tout cela pour les Grecs, c'est grâce à Zeus. Avant Zeus, lorsque on lit la Théogonie, on s'en aperçoit. Il n'y a pas vraiment de cohérence spatiale et temporelle forte. Il y a encore un chaos très très proche. Mais alors, pourquoi je t'explique tout ça? Il s'agit de comprendre que ici et maintenant, que les lieux et le temps ne sont pas uniques et universels. En gros, le concept de la réalité, le temps, le monde, ça serait peut-être pas ce qui est en train de se passer. Évidemment, tu pourrais me dire, mais non, il n'y a qu'un temps, il n'y a que des secondes, on l'a mathématisé, regarde l'horloge, ça défoule. Oui, ok. Mais te souviens-tu de ces heures en cours, dont ces profs qui étaient tellement chiants, que tu soupçonnes l'horloge à un moment donné, tu l'as vu même une fois, cette seconde repartir en arrière, saturée des siècles. Et te souviens-tu de toutes ces heures érotiques, passionnées, amicales, qui ont passé, mais alors à une vitesse? Comment l'expliquer? Certains diraient oui, c'est le ressenti. Et le ressenti n'est pas réel? C'est pas ce que dit Épicure. Vous comprenez maintenant, et toi aussi, que tel Atlas, nous sommes en train de porter un monde, et en fait, dans notre discussion, nous sommes en train de bâtir un monde. En comprenant tous ces processus et en prenant conscience de ce que ce petit bout d'histoire a en commun, que rien ne pourra nous enlever ce que nous sommes en train de vivre. Alors nous sommes en train de construire une histoire vivante de la philosophie. Une reliance entre le passé, le présent et le futur, qui est maintenant cohérent, merci Zeus, qui nous est propre et en même temps, nous construisons une éternité conceptuelle. Puisque dès maintenant, dans votre esprit, vous pourrez revenir éternellement à ce moment précis pour le changer ou pour vous y inspirer selon vos besoins. Certains philosophes anciens disent même qu'une partie de vous restera à jamais ici, dans cette conversation, dans ce monde que l'on bâtit, pour qu'advienne le reste, mais aussi pour vous donner la possibilité de revenir. Faire de l'histoire vivante de la philosophie, c'est faire comme Zeus. C'est construire un présent éternel, un monde, un univers. Alors, quittons ensemble le monothéisme de l'universalité de l'histoire, que l'on nous raconte dans notre civilisation, comme si en fait il y avait le passé qui était dans la même linéarité que notre temps, dans lequel avaient vécu des gens, pour nous immerger dans le paganisme des multivers de l'espace-temps.
dans des univers infinis si chers à Épicure, pour comprendre qu'une partie de, par exemple, je sais pas moi, Périclès vit dans un présent éternel. Périclès est en ce moment même en train de faire son discours aux Athéniens. Dans un autre monde, un autre univers. Ainsi, chaque construction d'histoire de la philosophie est un monde au milieu d'une infinité d'autres. Quand tu lis ce qui s'est passé dans l'histoire, ou en tout cas l'interprétation que l'on en donne, ce n'est pas s'imaginer un peu ce qui s'est passé avant, c'est créer un pont entre ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant, et ce qui se passe chez toi. Tu crées un pont entre deux mondes. Alors certes, tu ne peux que l'imaginer pour l'instant, mais tu verras que c'est encore plus complexe que ça. Nous sommes ici et maintenant en train de construire un univers éternel. Donc, un peu comme Héphaïstos, le forgeron fils de Zeus, qui souffle sur ses braises pour faire reprendre le feu, avec mes mots, je souffle sur un monde pour le faire advenir. Car ne te trompe pas, le logos n'est pas uniquement de la raison. Le logos est une vibration telle une symphonie créateur de monde. C'est une énergie créatrice. L'histoire vivante de la philosophie, c'est une immanence spatio-temporelle. Seulement, je ne suis pas le seul décideur de notre univers. Je ne suis que le vecteur d'une titanomachie, un champ de bataille divin, car notre monde que nous sommes en train de bâtir, ici et maintenant, est en conflit avec une infinité d'autres. Et tu vois de quoi je parle. Si en même temps que tu écoutes cette vidéo, tu regardes la télévision, il y a deux mondes, deux réalités qui sont en train de s'opposer. Notre monde lutte, mais il n'est pas certain qu'il en sort victorieux. Vos portables, vos montres, vos vêtements peuvent être une porte dimensionnelle qui vous diront d'une manière despotique, retourne à la réalité véritable. Ah bah oui, tu portes un jean, tu portes une robe, tu portes un pantalon, tu te dis mais je suis pas athénien. Je suis dans la réalité véritable, regarde, je porte un jean, je suis au XXe siècle, je ne suis pas au 5e siècle. Et donc, tout ce que tu as autour de toi est en train de te contraindre à une réalité. Elle te l'impose. Et tu la connais, cette réalité véritable. C'est des impôts, des factures, des achats, de la production, du Covid-19. Alors une question se pose à moi. Comment permettre l'émergence d'un espace-temps souhaité? Vous savez, celui où advient le partage, l'intérêt, l'enthousiasme socratique. Comment je vais faire? Par la pédagogie, la didactique, la méthode? Existe-t-il des codes pour ouvrir des portes? Pour cela, je vais faire appel en fait à la magie. Ouvrant mon papyrus moderne, je suis en train d'incanter par ma voix, mon logos. J'entonne mes incantations conceptuelles à la gloire de divinités, comme Socrate, Protagoras, Platon, Diogène. Mais en fait, je ne suis pas en train de faire preuve d'une violence épistémologique qui imposera un savoir avec des noms compliqués. Non, j'appelle des amis. Il s'agit d'une entraide, d'un nous, d'une communauté d'amis, et ici maintenant, qui vont nous donner un coup de pouce pour permettre l'initiation. Grâce à Socrate et ce qu'il fait à Athènes du moins 5e siècle, tu peux petit à petit prendre une réalité et la construire. Si nous prenons compte que le présent éternel, en tout cas de ce plaisir d'être ensemble et de l'amitié divine, alors comme le dit Épicure, là je reprends ces mots, médite donc tous ces enseignements et tout ce qui s'y attache, médite-les jour et nuit, à part toi et aussi en commun avec ton semblable. Si tu le fais, jamais tu n'éprouveras la moindre trouble en songe ou éveillé. Tu vivras comme un dieu parmi les hommes, car un homme qui vit au milieu des biens impérissables ne ressemble en rien à un être mortel. Donc, du passé emprisonné, nous, les somatophylactes, jeunes chercheurs, enfin jeunes, ça dépend par rapport à qui, par rapport à où et par rapport à quel monde, dont ici maintenant nous ne pouvons ignorer la force de l'excentricité, ici et maintenant où il n'y a que des pierres et des souvenirs enterrés, dans les lieux que nous visitons, nous mettons à construire de nouveaux mondes. Et oui, notre philosophie, c'est de faire sortir l'histoire de ces vitres, de faire sortir l'histoire de ces barreaux. Vous savez, tous ces objets derrière la glace, comme si l'histoire était dans un autre monde inatteignable. Nous, on peut nous voir, on peut nous sentir aussi, on peut nous toucher. Enfin,
plus ou moins selon les somatophylaques. Alors, dans les ruines d'Orbia ou les sites antiques des Calanques, le musée de Marseille, la Villa Kérylos, Emporias, Rome, Montbazon, des visiteurs affluent par centaines, tels les amis d'Empédocle, et le vivant renaît de ses cendres. Les guerriers se remettent à se battre, les feux brûlent, les marteaux tapent l'enclume, le tissu dans le vent, et tous assistent à la renaissance d'un monde. Parfois, le soleil s'approche si près qu'il est en première ligne des phalanges des hoplites. Et me revoici devant vous, avec mon papyrus à la main. Mais je le répète, ne vous y trompez pas. Vous n'assistez pas à un discours, mais à une parcelle de vie reliant les mondes et le temps. Alors vous pouvez comprendre ce qu'est l'amour de la sagesse, puisque mon discours n'est plus limité par l'univers, un peu comme le ferait un professeur de philosophie, limité dans le cadre de son institution, mais il est porté par ce dernier. Allez, commençons notre initiation. Aphionte, une grande cité ayant combattu aux Thermopyles avec les glorieux Spartiates et même Aplatée, Lion, le potentat de cette cité, se promène tranquillement sur son marché. Il y a le parfum, les oliviers, l'huile, les tissus. Et sur l'agora, à ce moment particulier, il y a quelque chose, un son qui l'attire. Un logos singulier, une voix peu commune. Il s'agit d'un homme, maniant les mots comme le roi ne les a jamais entendus. Intrigué, ce seigneur s'approche et demande à l'homme « En quoi est-il savant ?» Et l'homme lui répond, en grec ancien, « Emio sophos, emi philosophos. » Je ne suis pas savant, je suis un ami de la sagesse. Le roi intrigué lui demande en quoi ses amis sont-ils différents des autres hommes. Et ainsi commence notre histoire. En faisant cela, celui que le nom signifie, dont le nom signifie annoncé par la Pythie de Delphes, Pythie Agora, Pythagore, montre le portail qui relie l'univers à la conscience humaine. Nous, les initiés, nous disons, il nous a montré l'atrapos, le sentier. Un point de repère dans l'infinie possibilité de l'existence, une arche d'alliance entre l'identité et l'altérité, entre la raison humaine et le divin. Ne vous y trompez pas, le fait que les amis de la sagesse ne soient pas des savants, ce n'est pas un tour de langage, qui invite l'auditeur à comprendre en sous-main qu'ils seraient détenteurs de la plus grande des sciences. En somme, en disant que nous ne savons rien, ça veut dire qu'on sait tout. Non, on sait au moins qu'il n'y a pas de tout. Cela introduirait alors le dialogue par une violence de savoir, une violence épistémologique. En gros, je dirais, moi je sais, alors toi, tais-toi. Un peu, vous savez, comme ces petits tics de langage où les gens commencent par exprimer l'inverse de ce qu'ils vont dire. Vous savez, ces phrases qui disent je ne veux pas vous faire du mal, mais... Ou je ne suis pas raciste, mais... Tu sais, le prends pas mal, mais... Non. La science a pour but de matérialiser l'univers au sein de notre monde. Des forces magnétiques aux forces de l'atome, traçant un sentier qui relie nous à la différence, nous montrons la voie à ce que la science gardienne d'un équilibre, afin d'éviter que dans son désir de savoir, l'humain ne s'égare à manier la science sans conscience. Et lorsque nous échouons, cela se voit avec pertes et fracas. Depuis le temps de Pythagore, nous accompagnons ceux qui ont à cœur de comprendre. Au fur et à mesure des siècles, de nos vies et de nos cités, tel Empédocle montrant la force de l'amour et de la haine, ou Socrate l'accoucheur, portant la jeunesse, en somme, nous éduquons. Nous voilà ici dans notre cité de Massalia, car le monde que nous décrivons et que nous construisons ici, nous allons le nommer Massalia, et je dois vous initier à cette terme force de l'univers. Pour vous, et ce sera notre premier pas dans l'initiation. Car, ne te trompe pas, tu n'as pas été conduit ici par le hasard, mais par des forces magnétiques. Telles les aimants, c'est ces forces minérales. Tu as été attiré par des forces amoureuses. La passion de l'histoire, de la philosophie, ou la passion pour la curiosité, l'amour, ou l'amitié, et même celui qui a cliqué en disant « le pauvre, il va encore expliquer des trucs que personne ne comprend, tiens, je vais cliquer pour lui faire un peu plaisir, et toi, sache que tu fais ça par amitié. »
Et donc, toutes ces forces vous ont rassemblé ici. Il en existe d'autres qui pourront vous extraire, comme une personne qui est en train de crier derrière vous et qui tente de vous amener pareillement vers autre chose. Mais vous comprenez alors dès maintenant ce dont je parle. Un peu comme les planètes qui tournent autour du Soleil et le Soleil s'axe dans une galaxie, nous sommes pris dans des courants de force qui nous dépassent, mais auxquels nous contribuons. En fait, un peu comme quand nous nageons dans une rivière. Cela ne peut pas vous être étranger. Vous avez remarqué que dans les cercles d'amitié, en fait, il y a des cercles qui se forment. Et en amour, les corps s'attirent et se rejettent. Et plus la force est puissante, plus il est difficile de résister. Et nous avons tous tenté de résister, de restreindre par la sacro-sainte, le Dieu volonté, la volonté qui met de l'ordre. Mais la volonté pure est un mythe, un rêve, qui rapidement peut se transformer en cauchemar. Ces forces créent des mouvements qui construisent des vibrations, des sons, source des sons, père et mère de la parole et de la musique. La parole et la musique construisent des vibrations, les vibrations créent des mouvements, les mouvements sont source de force, et ainsi va et se construit les mondes. Vous comprenez maintenant que l'univers est en partie au moins une onde. Tel Pythagore inventant les gammes des partitions de nos instruments de musique, qu'un monde en santé est compris maintenant comme étant en équilibre, en dialectique entre des forces contraires pour créer une harmonie, un peu comme un corps humain qui arrive à s'équilibrer alors qu'il est fait de forces contraires, de deux bras différents, de jambes différents, un monde sain et alors un accord musical. Apprendre à exercer, c'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Il s'agit dans un ensemble d'être harmonieux. Pour les parents, ils vont comprendre ce que je raconte. Un parent, oserais-je dire une mère, alors si on comprend que tout humain, alors non mieux que ça, toute vie peut être mère, c'est que pour calmer un bébé, il ne faut pas le maintenir immobile. Il faut danser avec lui. Lui créer ce que la science appelle un mouvement harmonique simple, chanter pour lui, afin que ces cris disharmoniques, oh combien douloureux, qui perturbent toutes les âmes, cessent et laissent place au chant d'un rire ou d'un sommeil profond. Or, ce monde social dans lequel nous évoluons est disharmonique, il est déséquilibré, à cause d'une force hypertrophiée. Et cette force, c'est moi. Alors non, pas ma personne. Le moi, l'ego. Reprenant les paroles de Zarathustra et de son prophète prussien, nous tuons notre monde en l'engloutissant dans nos selfies. Dans notre quête absolue de la priorité au direct, il existe encore une plus grande priorité, l'ego. Notre désir de soi est si puissant qu'il déséquilibre le désir de l'autre, tout autre, l'étranger, le vivant, la nature. Le monde s'est pornographié au profit du moi. Il s'agit d'un monde où tout se regarde dans un miroir. Un déséquilibre tel qu'une personne se considère connue, reconnue, quand elle est regardée par des millions, voire des milliards de personnes, sous peine de disparaître dans l'horreur de l'anonymat. La course est alors lancée à celui qui trouvera le moyen de se montrer, car le but de la vie, celui-là qui est la source du plaisir, de l'argent et de tout ce qui compte pour de vrai, dans la réalité véritable, c'est moi. L'éloge de la volonté, là où le libéralisme parlerait de self-made man, self-made man, car le but de la vie, c'est la victoire du moi, sur tous les autres. Afin de faire advenir des désirs sans limite, dans une victoire incontestable du désir d'aimer moi, uniquement moi. Malgré les millions de personnes, sur la photo on ne verra plus jamais que soi. Le chemin serait-il tracé? Devrions-nous être un zéro dans le grand absolu? Faire l'inverse? Non, vous comprenez que le déséquilibre serait identique. L'harmonie provient d'un lâcher-prise entre soi et l'autre. Mais au profit de quoi? De nous. Un nous qui ne serait pas une addition de moi, hein, toi plus moi, vous savez, comme sur les arbres. Non, là déjà c'est foutu d'avance. Et vous savez, ces identités qui attendent patiemment leur tour de s'exprimer, sans jamais s'écouter réellement. Un nous où l'humain reprend sa place et sa force, où le concept d'animal, et de nature, est abandonné au profit d'un nous vivant. Ne dis pas que ton chat est un animal, il n'est pas animé comme un robot, et même les robots, ça laisse question.
Et tu n'es pas propriétaire, hein. Faut arrêter le concept du champ lexical de l'esclave. Ce sont nos enfants, nos parents, nos amis, comme l'intégralité du vivant. Nous comprenons alors la complexité des forces du vivant, où chaque goutte d'eau, chaque fourmi reprend sa place dans notre regard. Et il ne s'agit pas d'un stock d'eau, une rivière. Il ne s'agit pas d'un stock de bois, une fourrure. Comme dira Heidegger, il ne s'agit pas de la stockification du monde dans l'industrie de Saruman. Non. Là, nous allons construire une culture qui devient la culture du vivant. Tu vois où je veux en venir avec mon histoire vivante ? Où l'humain comprend alors qu'il est vivant, loin du désir mortifère d'une immortalité, mais alors très mal comprise, où le temps n'est plus un ennemi, mais le cœur de notre culture vivante. Vous signez la fin des mois immortels pour créer le début de notre histoire vivante. Et voilà notre projet philosophique. Mais alors, quel sentier serait ce moment présent, cette vidéo, cet espace-temps, si ici maintenant je ne laissais pas le place à nous, laissant toute la place à vos silences, vos regards, vos murmures, parce que je te vois, toi, je t'entends avec tes questions. Peut-être y aura-t-il un live, si tu as le courage de me les poser, avec des affirmations, des interrogations, et ce qui compte à partir de maintenant, ce n'est plus moi. C'est pas vous non plus, c'est nous. Alors, comme le dit le grand stratégos des somatophylaques, portez-vous bien.